On va voir ça avec nos invités ce soir. Merci beaucoup Judith Grimaldi. Bonsoir, merci de nous rejoindre. C'est l'heure du débat sur France 24. Assiste-t-on à un procès stalinien en Russie, comme le dit l'avocate des Pussy Riot? Ce groupe de jeunes femmes qui associe punk rock et activisme politique est aujourd'hui devant les juges. Souvenez-vous, en février dernier, elles ont défrayé la chronique quand elles ont fait irruption sur l'estrade de la cathédrale du Christ Saint-Sauveur à Moscou. Les paroles de leur chanson « Marie, Mère de Dieu, chasse Vladimir Poutine ». 3 des membres ont été arrêtés. Elles sont poursuivies pour hooliganisme et pour avoir infligé de profondes blessures morales à des chrétiens orthodoxes, je cite. Le parquet réclame 3 ans de prison. Elle dénonce un procès politique. Face aux nombreuses critiques internationales, le président russe Vladimir Poutine a voulu calmer le jeu. On l'écoute. Je ne pense pas qu'elles doivent être jugées trop sévèrement pour ce qu'elles ont fait. J'espère qu'elles en tireront elles-mêmes les conclusions. Mais la décision finale revient à la justice. Alors les Pussy Riot sont-elles en train de payer pour leur opinion politique? On pose la question à nos invités ce soir. Alexis Prokopiev nous a rejoint sur ce plateau. Vous êtes porte-parole de Russie Liberté, un groupe de citoyens qui soutient le développement de la démocratie en Russie. C'est comme ça qu'on peut le décrire. Nous sommes rejoints également par Skype de Bath au Royaume-Uni par John Lackland, qui est directeur d'études à l'Institute of Democracy and Cooperation. Merci beaucoup John Lackland de nous avoir rejoints. Pierre Laurin est également avec nous ce soir, écrivain et spécialiste de la Russie. Et Boris Durand, vous êtes porte-parole en France de Mikhail Khodorkovsky, cet oligarque russe emprisonné depuis 2005 en Sibérie à l'issue d'un procès fréquemment décrit comme un procès politique. Depuis 2003. Depuis 2003, tout à fait. Merci à tous de nous avoir rejoints. La première question que je voudrais poser, ça serait pour monsieur John Lackland. Les avocats du groupe Pussy Riot se sont plaints du déroulement du procès, des journées exténuantes pour les accusés, des conditions de détention. Est-ce que dans tout ce qui a été entendu et relaté dans la presse, les conditions dans lesquelles les membres de Pussy Riot sont jugés vous semblent normales? Elle me semble tout à fait normale. Ce qui me semble parfaitement anormal, c'est le fait que nous en parlons aujourd'hui sur vos ondes et sur cette chaîne, car ce dont il s'agit dans ce coup médiatique, dans cette manifestation que les femmes ont organisée dans la cathédrale il y a quelques mois, c'est le dernier, en fait, d'une série de coups médiatiques organisés par le même groupe qui sont souvent d'une très grande obscénité. J'attire votre attention sur le fait fort désagréable, et je n'ai pas du tout envie d'en parler, mais il faut, que ce même groupe, il n'y a pas très longtemps, s'est fait filmer d'une manière absolument grotesque, où une femme va dans un supermarché pour acheter un poulet, pour ensuite se masturber avec ce poulet devant une caméra. Autrement dit, ce groupe qui est présenté sur vos ondes et dans tous les médias occidentaux comme des défenseurs de la démocratie et comme des personnes qui luttent contre un État dictatorial et ainsi de suite, sont en fait des marginaux, je répète, d'une grande obscénité et qui, franchement, méritent ce procès de la même manière que les personnes qui ont mis des têtes de porc devant une mosquée à Montauban récemment mériteraient d'être poursuivies pour les mêmes raisons. Elles méritent jusqu'à 3 ans d'emprisonnement? Je pense que il faut distinguer, bien sûr, et vous ne le faites pas dans la présentation que vous faites de ce procès, leur inculpation pour hooliganisme, qui est un délit dans tous les pays, et les entraves contre les libertés d'expression. Ce sont 2 choses complètement différentes. Il n'y a pas d'entrave à la liberté d'expression en Russie, pas plus qu'en Occident. Et mettre les 2 affaires dans la même catégorie est une manière fausse de présenter les choses. Alors, je précise effectivement parce que Boris Durand me faisait signe pendant que vous parliez, les peines dont ce dont elles sont accusées est passible de 7 ans d'emprisonnement, mais le procureur du tribunal de Moscou a requis 3 ans d'emprisonnement. Alexis Prokopiev, vous vouliez intervenir? Je dois dire ici ce soir que ce sont plutôt les propos de M. Lackland que je trouve d'une très grande obscénité. Il ose se mettre à la place des juges, il ose se mettre à la place du tribunal aujourd'hui,
Et comment décrire cette action qui est une action artistique et politique? On voit des artistes partout faire des actions tout à fait originales de ce type, quoi qu'on en pense personnellement de cette action. Il s'agit d'une action artistique et politique. Et comment décrire ces situations par l'obscénité? J'ai du mal à comprendre. Et c'est évident que les conditions dans lesquelles se déroulaient ces procès sont des conditions inéquitables qui montrent que la justice en Russie aujourd'hui n'existe pas et que la justice aujourd'hui est utilisée uniquement en tant qu'arme politique dans les mains d'un régime qui veut tout faire pour écraser toute forme de critique, pour faire tout pour écraser toute forme d'opposition. Et j'aimerais également demander à M. Le Gland si, par malheur, il se trouvait d'un côté qui était contraire à celui du régime russe, ce qui n'est pas son cas visiblement actuellement, est-ce qu'il aimerait aussi être traité dans un procès de la même manière? Je ne le crois pas, puisque ce sont des conditions inhumaines. On a vu aujourd'hui des jeunes femmes épuisées qui se sont exprimées avec beaucoup de courage, mais qui avaient du mal à s'exprimer à force de ne pas dormir, de ne pas manger. Et je trouve que, franchement, Comment décrire, comment pouvoir dire que la Russie aujourd'hui est encore en démocratie? Comment pouvoir dire encore aujourd'hui que les droits de l'homme sont respectés en Russie lorsqu'on voit ça, mais lorsqu'on voit aussi ce qui s'est passé dans le cas du procès de Khodorkovsky, ou lorsqu'on voit ce qui se passe notamment avec Alexei Navalny, un des principaux opposants à Vladimir Poutine, contre qui aujourd'hui il y a une affaire qui est fabriquée de toutes pièces. Alors Boris Durand est le porte-parole justement de Mikhail Khodorkovsky, qui a écrit une tribune qui a été publiée aujourd'hui dans le quotidien français Le Monde, décrivant les conditions justement, Le Monde que vous avez apporté avec vous, décrivant les conditions de détention et les conditions dans lesquelles pour les accusés se déroule ce type de procès. Il relate son procès. Est-ce que vous pouvez nous rappeler pour lui comment ça s'est passé? Oui, comment il l'a vécu? Il est bien placé pour commenter cela, parce qu'on le voit sur vos images, je crois. La cage en verre, qu'on appelle l'aquarium, dans laquelle les 3 jeunes femmes sont laissées pendant toute la journée, à peu près 10 heures par jour. Il fait très chaud en ce moment à Moscou. Il n'y a pas du tout de climatisation dans cette cage en verre. Elles ont tout juste à boire et pratiquement rien à manger. C'est une souffrance physique. C'est une cage qui a été en fait créée pour Mikhail Khodorkovsky et son associé Platon Lebedov, à la suite d'un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme qui expliquait qu'ils ne pouvaient pas être mis dans une cage derrière des barreaux. Et donc c'est une espèce d'ironie ou du pied de nez du système judiciaire russe à la Cour européenne des droits de l'homme d'avoir créé cet aquarium où, comme le dit Mikhail Khodorkovsky lui-même, c'est bien pire que d'être derrière des barreaux. Pierre Laurin, comment peut-on expliquer que les jeunes femmes, quoi qu'on pense effectivement du bon goût de leurs actions ou non, risquent aujourd'hui une peine de prison? Parce qu'elles sont accusées d'hooliganisme. Vous savez, on voit les images derrière vous, l'hooliganisme qui, comme elles le disent elles-mêmes... Non, mais il n'y a pas que ça, il y a également d'autres choses. Ça, c'est, comme disait Laflante tout à l'heure, c'est la partie émergée de ce qu'on leur reproche. Mais c'est cet acte pour lesquels elles passent devant les juges. Effectivement, mais c'est, je vous dis, une partie émergée de la chose. Elles sont accusées d'hooliganisme. Elles sont accusées, bon, ça c'est une autre histoire, d'avoir, comment dirais-je, contrevenu aux idées, enfin, offensé les idées des croyants. Offenser les orthodoxes. Oui, absolument. Oui. Et elles s'en excusent d'ailleurs. Elles disent, bon, si on a offensé les orthodoxes, c'est pas ce qu'on voulait faire, c'est un geste politique. Mais la question n'est pas réellement là. La question c'est, est-ce qu'on peut estimer que la Russie est aujourd'hui un pays occidental, enfin à l'occidental ou pas? Est-ce qu'on peut estimer aujourd'hui que la population russe, dans son ensemble, est aussi éclairée que le représentant de l'association qui se trouve à mes côtés, ou Mikhail Khodorkovsky lui-même? On ne peut pas le dire. La population russe se compose de gens qui raisonnent et qui réagissent un peu de la même manière que raisonnent en Arabie Saoudite des musulmans qui se trouvent devant un blasphème à l'islam. Là, c'est un blasphème à l'Église orthodoxe. Nous sommes habitués. Vous savez, le crucifix dans la pisse, c'est peut-être de l'art. Mais ça a choqué beaucoup de croyants. Mais on n'en a pas fait un plat. Enfin, en France, les croyants n'ont pas fait un plat. En Russie, on n'est pas dans la même situation. En Russie, 90% de la population se trouve dans une situation de perte de repères.
20 ans après l'effondrement de l'Union soviétique, elles imaginent, la population il y a un renouveau du imagine... religieux en Russie. Absolument, parce qu'il fallait bien remplacer quelque chose. Vous savez, après 80 ans d'athéisme militant, eh bien, le phénomène religieux a pris une ampleur qui est vraiment très, très importante. Et donc, effectivement, on peut dire que ce n'est pas bien, etc. Moi, je suis complètement contre ce procès qui n'apportera rien, ni aux Russes à l'intérieur, ni à l'international pour l'image de marque de la Russie. Mais d'un autre côté, on se trouve dans une situation où peut-être que nous n'avons pas tous les éléments pour comprendre les tenants et les aboutissants de la chose, tout simplement parce que la population russe réagit comme elle pouvait réagir à l'époque de Staline. Oui, de ce point de vue, même si... De ce point de vue, vous êtes d'accord avec l'avocate des Pussy Riot qui dit que c'est un procès stalinien, c'est ce qu'elle dit. C'est un procès dans une ambiance qui est celle qu'il pouvait y avoir à l'époque de Staline. Procès stalinien, c'est différent, parce que là-bas, à cette époque-là, il y avait une marche en avant de l'accusation, des accusés, du juge pour la justice de classe. Là, il n'y a pas de justice de classe. Là, on est devant quelque chose qui est relativement... qui ressemble à l'Inquisition, peut-être. C'est même pas de l'Inquisition, à mon avis, excusez-moi, mais je pense honnêtement que là, on est en train de parler de bêtises crasses de la part des accusateurs, de bêtises de la part des autorités qui laissent faire, et de bêtises de la part de Pussy Riot, qui, dans l'ambiance actuelle de la Russie, c'est exactement comme disait Laflande, et là je suis tout à fait d'accord avec lui, que mettre des têtes de porc devant une mosquée. C'est un peu du même genre, c'est-à-dire une faute de goût manifeste. Voilà. Je voudrais qu'on regarde ce qu'en pensent les Russes. C'est un sondage qui a été réalisé par le centre indépendant Levada. Alors on voit qu'en mars, 46% des Russes voulaient que les membres du groupe Pussy Riot soient emprisonnés. Ils étaient donc favorables à ce procès. L'opinion, visiblement, a sensiblement évolué, puisque quelques mois plus tard, en août, 50% des Russes ont une opinion négative du procès. John Lackland, est-ce que finalement ce procès n'est pas en train de se retourner contre les autorités russes ? Je ne crois pas. Je pense que, encore une fois, vous présentez les choses de façon très biaisée. Ni vous, ni M. Prokopiev n'a cité les paroles prononcées, les paroles blasphématoires, clairement blasphématoires, prononcées par les filles de Pussy Riot. Bon, on les a citées en introduction quand même, permettez-moi de me défendre. C'est des paroles contre Poutine. Il est totalement malhonnête de leur part, comme il est... je dirais, pas tout à fait honnête de votre part non plus, de dire qu'ils se sont excusés auprès des orthodoxes. Si vous entrez dans une cathédrale et vous criez « merde du Seigneur », évidemment, vous voulez blesser les orthodoxes. Alors, il y a dans certains pays occidentaux, dans le mien, en Angleterre, des lois contre le blasphème. Il se trouve qu'en Russie, ils sont inculpés non pas pour le blasphème, mais pour le légalisme. Mais il est totalement malhonnête de dire qu'ils n'ont pas voulu blesser les orthodoxes. Il est également malhonnête de dire, M. Prokopiev, que Vladimir Poutine agit contre toute expression critique de son pouvoir. Il y a partout dans les médias russes, comme vous le savez très bien, mais vous ne le dites pas, des critiques, des débats, des disputes autour de Vladimir Poutine. Et l'idée que la Russie doit réprimer ce genre de bizarrerie grotesque comme Pussy Riot pour maintenir le pouvoir de M. Poutine est un fantasme. D'accord, bon, je suis obligé de répondre sur quelques points quand même. Pour ce qui est de dire exactement les paroles prononcées par Pussy Riot, on les a citées en introduction de ce débat. Par ailleurs, quand je disais que Pussy Riot s'était excusée, je faisais référence à tout simplement ce qu'elles ont dit, qui est un fait, qu'elles ne voulaient pas offenser les orthodoxes. Ça ne veut pas dire que nous, France 24, sommes d'accord avec elles, mais en revanche, c'est un des éléments de leur défense. Maintenant, je voudrais poser la question à Alexis Prokopiev, vous vouliez intervenir. Vous, visiblement, vous n'êtes pas du tout d'accord. Bien évidemment, je ne peux pas être d'accord puisque j'ai entendu cette chanson et cette chanson est absolument dirigée contre Vladimir Poutine. Elle n'est absolument pas dirigée contre les orthodoxes. D'ailleurs, plusieurs membres du groupe Pussy Riot se déclarent être elles-mêmes croyantes et être elles-mêmes offensées par la manière dont l'Église orthodoxe, et non pas les croyants orthodoxes, il faut bien séparer les choses, ont été utilisés par Vladimir Poutine lors de la dernière campagne présidentielle. Donc il faut bien dire les choses clairement aux personnes qui nous regardent pour qu'elles comprennent bien les choses. Cette action
est une action politique. Encore une fois, ce n'est pas une action religieuse. Mais ce procès a été tourné en termes religieux. On a vu que des témoins de l'accusation et l'accusation elle-même ont accusé ces jeunes femmes d'être les envoyés de Satan, les envoyés du diable. Mais dans quel siècle vivons-nous? Où est-ce que nous vivons aujourd'hui? Et donc, pour dire clairement les choses, il n'y a pas aujourd'hui 90% de la population russe qui est d'un côté et 10% de l'autre. Comme vous l'avez montré avec les sondages, cette affaire des Pussy Riot a profondément divisé la population russe. Et comme on l'a vu récemment, il y a une grande partie aujourd'hui de la population russe qui estime que le procès a été injuste et que la peine requise par le procureur est une peine qui est juste inimaginable, qui est également complètement injuste et complètement inhumaine. Donc ce qui se passe aujourd'hui en Russie, et ça il faut le prendre en compte, c'est une grande aspiration d'une partie de la population, je l'accorde, mais d'une grande partie de la population, et tous les sondages le montrent, de tourner vers l'Europe et de tourner vers un mode de développement plus européen. Et je ne suis pas non plus d'accord que la Russie doit aujourd'hui être traitée comme un pays du tiers-monde ou comme un pays qui a l'habitude du pouvoir autoritaire ou qui veut se soumettre. C'est faux. Quand on voit l'histoire de la Russie sur les derniers siècles, on voit que c'est faux. On voit que la Russie peut être un pays rebelle. Et aujourd'hui, on voit une très forte aspiration, pas seulement à Moscou, Saint-Pétersbourg, mais aussi dans les villes que nous, dans notre association, nous connaissons, à Irkoutsk, à Novosibirsk, à Rostov, à Vladivostok. On voit une forte aspiration vers plus de liberté. On voit une forte aspiration vers un développement à l'européenne. Et on voit une forte aspiration à ce que ce genre de procès caricaturaux où le pouvoir s'acharne contre 3 jeunes artistes politiques ne se reproduisent plus. Pierre Laurin, rapidement. Oui, très rapidement. La question n'est pas de savoir s'il y a 90 ou 10%. J'ai dit 90%, mais c'était une litote. Simplement, on sait qu'il y a dans les villes, et seulement dans les grandes villes, effectivement, comme monsieur le disait, des gens qui pensent comme nous. Exactement comme nous. C'est-à-dire qu'ils sont dans le monde du 21e siècle. Comme nous, vous voulez dire Europe occidentale? Nous, Europe occidentale. Nous, Français, autour de ce plateau, ils pensent en des termes internationaux, en des termes globaux, et ils sont informés, ils lisent par Internet la presse occidentale, ils lisent la presse russe qui partagent leurs idées et qui est de très bonne qualité, qui n'est pas du tout censurée. Par exemple, le journal Kommersant ou d'autres journaux de la même... Et puis, ils ont la possibilité de consulter Internet très librement. La télévision est un cas à part. Mais je vous signale qu'il n'y a pas tellement longtemps en France, la télévision était sous contrôle d'État avec un ministre de l'Information qui téléphonait. Et on ne pouvait pas dire sous le général... Non, ce n'était pas bien. Mais on ne pouvait pas dire sous le général de Gaulle qu'on était dans une dictature ou sous M. Pompidou. Mais est-ce qu'on peut souhaiter pour les Russes aujourd'hui ce qu'on ne souhaite plus pour nous en France? Non, on ne peut pas souhaiter pour les Russes aujourd'hui ce qu'on ne souhaite pas pour nous en France, mais simplement, à côté de ces gens dans les grandes villes qui sont évolués, vous avez une masse de gens qui ne se le sont pas du tout et qui ne veulent surtout pas que les choses changent. Vous nous expliquez, Pierre Laurin, que les Russes qui habitent dans les grandes villes sont les Russes du 21e siècle. Boris Durand, qui est sur ce plateau, porte-parole de Mikhail Khodorkovsky, lui estime qu'il s'agit d'un procès moyenâgeux. On va revenir là-dessus dans la deuxième partie de ce débat, après une courte pause. Bonsoir, on reprend le débat de France 24. Les libertés civiles en Russie sont-elles en train de reculer? Le parquet de Moscou demande 3 ans de camp contre les membres de Pussy Riot, ce groupe de jeunes rockeuses et activistes politiques qui ont fait irruption en début d'année dans une cathédrale moscovite, demandant le départ de Vladimir Poutine. Selon Amnesty International, ce sont aujourd'hui des prisonnières d'opinion. L'Union européenne, quant à elle, s'inquiète de poursuites judiciaires politiquement motivées. Certains de nos invités sur le plateau ce soir ne sont évidemment pas du tout d'accord. Alors la Russie de Vladimir Poutine a-t-elle tourné le dos aux valeurs démocratiques? On pose la question à nos invités ce soir. Alexis Prokopiev, porte-parole de Russie Liberté, un groupe de citoyens qui soutient le développement de la démocratie en Russie. C'est comme ça que vous vous décrivez. Bonsoir, merci d'être avec nous. Par Skype de Bath au Royaume-Uni, John Loughlin, directeur d'études à l'Institute of Democracy and Cooperation. Merci d'être avec nous. Pierre Laurin, écrivain, spécialiste de la Russie, vous êtes avec nous ce soir également. Et Boris Durand, porte-parole en France de Mikhail Khodorkovsky, oligarque russe emprisonné depuis 2003 en Sibérie à l'issue d'un procès fréquemment décrit
comme un procès politique. Mikhail Khodorkovsky qui a écrit une tribune aujourd'hui dans le quotidien français Le Monde. Merci à tous d'être avec nous. La première question que je voudrais vous poser, John Laughlin, on revient vers vous. Est-ce que vous avez le sentiment que depuis... Est-ce que vous partagez le sentiment que depuis l'élection à la présidence russe de Vladimir Poutine, les libertés civiles ont reculé en Russie? Pas du tout. Je pense que c'est en effet la caricature qui est trop souvent présentée sur les médias occidentaux. Vous avez rappelé plusieurs fois déjà dans le débat qu'une peine de 3 ans de prison est requise par le procureur pour les filles de Pussy Riot. Eh bien, si vous lisez l'article du Code pénal français 322, vous verrez que pour le même délit, il y a une peine de 7 ans de prison dans le Code pénal français. Pourquoi donc dire que la Russie a des lois draconiennes contre ce genre d'hooliganisme alors que la France on en a aussi? Alors, il y a la loi et l'application de la loi. Ça fait bien longtemps en France qu'on n'a pas vu un procès de ce genre. Ben, nous verrons bien ce qui se passera puisque nous ne savons pas quelle sera l'issue de ce procès. Mais le droit en France demande une peine de 7 ans de prison. Donc si vous dites que c'est une preuve de la nature dictatoriale de la Russie que de demander 3 ans de prison, eh bien il faut dire la même chose pour la France. Et ça serait absolument ridicule. Au contraire, ce qui se passe en Russie, je pense que l'évolution démocratique est tout à fait positive. Vous n'avez aucune entrave à la liberté d'expression, vous avez un système multipartisan, vous avez les élections qui sont contestées, les résultats ne plaisent pas à tout le monde, mais personne n'a jamais réussi à mettre en doute le caractère représentatif des dernières élections présidentielles et législatives. Ils correspondent, ces résultats, à tous les sondages depuis 6 ou 9 mois avant les scrutins. C'est-à-dire que le scrutin les scrutins tels qu'ils se sont déroulés reflètent parfaitement l'opinion publique en Russie. John Laughlin, je vous interromps un instant parce que Boris Durand souhaiterait réagir à vos propos. Comment ? Je vous interromps un instant, on va revenir vers vous dans un instant, mais Boris Durand voudrait réagir à vos propos. Oui, sur plusieurs points. D'abord, la comparaison avec la France. Je crois que tout le monde se souvient, en France, on peut traiter un président de la République devant la caméra télé de pauvre con. Tout ce qu'on risque, c'est de faire la une des journaux le lendemain et sûrement pas 7 ans de prison. Donc il me semble que cette comparaison est un peu fallacieuse. Par ailleurs, il me semble aussi que vous avez montré, je crois, tout à l'heure, le président Poutine, qui, comme à son habitude, il adore faire ça, donnait son point de vue sur ce que devait être l'issue du procès. Avant, bien sûr, que le jugement soit rendu. Il avait fait la même chose avec Khodorkovsky. Et il souhaitait que les juges ne soient pas trop sévères. Oui, c'est une différence par rapport à ce qu'il avait souhaité pour Khodorkovsky. Mais dans les deux cas, c'est une infraction évidente au principe de l'indépendance de l'autorité judiciaire russe, dans la mesure où le président s'exprimant juste avant que le juge donne son jugement, on sait bien quel sera le jugement. Il y a beaucoup de points communs entre l'affaire des Pussy Riot et l'affaire de Khodorkovsky, même sur le fond. Il y a vraiment peu de rapport entre les deux. Au-delà de la reconnaissance par Amnesty International de leur statut de prisonnier de conscience, il y a aussi la manière dont se fait ce procès au jour le jour. Pendant le procès de Khodorkovsky, tout le monde hurlait de rire dans la salle. C'était vraiment l'endroit où il fallait être pour rire à Moscou, assister à ce procès. C'est un peu la même chose aujourd'hui avec les Pussy Riot, même si l'état physique dans lequel elles sont prête moins à rire. Mais la manière dont le juge refuse systématiquement tous les témoins présentés par la défense, n'écoute que les témoins présentés par le procureur, qui soit ne savent pas de quoi on parle et pourquoi ils sont là, soit récitent un texte par cœur, en commettant d'ailleurs les mêmes erreurs, y compris d'expression. On voit très bien dans les deux cas que c'est une farce, c'est un cirque, et je ne pense pas que ce soit la marque d'une grande démocratie. Pierre Laurin, la justice en Russie est-elle indépendante de l'exécutif? Est-ce que les juges décident indépendamment de Vladimir Poutine? Je vais faire une réponse de Normand, peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Ça ne vous aide pas beaucoup, ça. Ça dépend. Oui. Ça dépend de quelle justice il s'agit. Il est évident que dans des procès comme ceux-là, je pense que la marge des juges est relativement étroite. Non pas forcément parce qu'ils reçoivent des instructions, mais tout simplement parce qu'ils appliquent les instructions qu'ils imaginent qu'ils recevraient s'ils en recevaient.
dans la plupart des procès une normaux. forme d'autocensure, en fait, que vous décrivez. Oui, comme les journalistes de la télévision qui également s'autocensurent. Mais pas seulement en Russie. Il y a également une forme d'autocensure dans les pays occidentaux où les journalistes de télévision en particulier ne disent que ce qui va dans le sens de ce qu'ils pensent être le bon côté des choses. Excusez-moi, mais juste quand le président russe, une semaine ou deux avant la délivrance du jugement, donne son point de vue, c'est bien une instruction qui est donnée au juge. Mais c'était vendredi dernier. C'est pas de l'autocensure. Oui, non, mais ça, je suis d'accord. Sur ce point-là, je suis d'accord avec vous. Non, je parlais en général. En général, c'est vrai qu'il y a beaucoup de procès où il n'y a pas d'influence, où les juges décident en leur âme et conscience, en particulier dans les tribunaux d'arbitrage, dans les tribunaux qui traitent les affaires économiques. Ça se passe relativement bien. Pour ce genre de procès-là, il est évident qu'il y a des pressions qui viennent de partout. Et comme je disais, ce ne sont pas forcément des pressions qui sont exprimées. Il est évident que lorsque le président dit il faudrait être clément, c'est un message à peine voilé, mais ce n'est pas une pression. Ou du moins, on ne peut pas dire que c'est une pression. Peut-être pas pour vous, mais pour les juges, ça l'est. C'est ce que j'étais en train de dire, que les juges sont beaucoup plus sensibles à ce genre de choses. Ce que vous expliquez, Pierre Laurent, en fait, c'est que l'exécutif en Russie entretient un climat où, dans le cas des instances juridiques, par exemple, judiciaires, elles peuvent se sentir influencées par l'exécutif. C'est ça que vous nous dites? Oui, la Russie, maintenant, comme l'Union soviétique avant, n'a pas un système véritable de juges comme chez nous. De juges indépendants ou les juges sont pour la plupart élus par les citoyens. Ils n'ont pas une très très grande connaissance du droit. Ils ont un cours de formation très rapide et ensuite vogue la galère. C'est vraiment très délicat de faire des comparaisons entre la justice russe qui est en plein changement et en pleine formation avec, par exemple, la montée des jurys populaires. Maintenant, il y a de très nombreux procès qui se font avec des jurys. Donc, les juges n'ont pas forcément les mêmes moyens de pression que lorsqu'ils décident à trois en leur âme et conscience, entre guillemets. C'est une situation qui est très évolutive et qui évolue. Est-ce qu'elle évolue pour le bien ou pour le mal ? Pour le moment, on est dans l'à peu près. On ne sait pas vraiment ce qui va se passer. d'Alexis Prokopiev là-dessus ? On ne peut pas aujourd'hui comparer le système de la justice et les systèmes des institutions démocratiques entre la Russie et la France. Si on ne fait que regarder les textes, on peut se dire, finalement, les lois se ressemblent, la Constitution est une constitution démocratique, mais ce qu'il faut voir, c'est voir la pratique. Là, ce que nous avons vu avec ce procès-là, avec le procès de Khodorkovsky, ou ce que nous avons vu très récemment, où il y a 3 lois qui sont passées en urgence. La Douma n'a jamais voté une loi aussi rapidement. Donc ces 3 lois sont des lois contre les manifestations, des lois pour la censure dans les médias et sur Internet, et une loi sur les ONG, ou des ONG qui seraient financées depuis l'étranger, s'appelleraient agents étrangers. C'est des termes extrêmement... De l'étranger. Les agents de l'étranger, c'est encore pire, c'est des termes extrêmement soviétiques. Donc ce qu'on voit... Non, c'est des termes américains. C'est des termes qui, moi, me rappellent l'Union soviétique. Donc vous voyez là-dedans un plus grand contrôle de la société civile russe. Ce que je vois là-dedans, c'est qu'on ne peut pas, dans la pratique aujourd'hui, des textes, et quand on voit ce procès, quand on voit ces lois, et quand on voit que des manifestants ont des perquisitions chez eux, des opposants ont des perquisitions chez eux, se font arrêter, et quand on voit que Navalny risque 10 ans de prison pour un procès qui est fabriqué, entièrement fabriqué, on voit très bien que ce qui se passe aujourd'hui en Russie, et l'acharnement contre ces 3 jeunes femmes qui n'ont pas fait quelque chose d'extraordinaire, en réalité, qui n'ont pas fait quelque chose de très très mal. En réalité, l'acharnement du pouvoir et de la justice, qui est une arme politique, et je le répète, c'est vrai, une arme politique dans les mains du pouvoir contre ces 3 jeunes femmes, montre quoi ? Montre que Poutine et son régime, ils ont peur. Il y a une peur bleue, il y a une peur extrêmement énorme chez les dirigeants russes aujourd'hui, parce qu'ils ont vu les manifestations de masse. Ils ne s'y attendaient pas. Ils ne s'attendaient pas à voir 150 000, 200 000 personnes dans les rues de Moscou. Et vous parlez des manifestations au moment de l'élection de Vladimir Poutine. Voilà, au moment de la fausse élection de Vladimir Poutine, puisque les élections ont été truquées. Bon, fausse élection, je vous laisse la responsabilité de cette bien évidemment, je l'assume. Bien évidemment, donc les élections législatives et présidentielles ont été truquées, ça tout le monde le sait, et tout le monde et l'opinion publique le sait aussi. John Laughlin, évidemment, qui nous écoute depuis Bath, n'est pas du tout d'accord avec À mon avis, il ne sera pas d'accord avec moi, mais
je pense aujourd'hui que Poutine a peur. Donc Poutine, il se prépare à avoir un bras de fer. Le bras de fer va continuer puisque là, la contestation va continuer à augmenter, la boule de neige va continuer à prendre et Poutine a peur. Donc Poutine se prépare à resserrer les boulons encore plus fortement en septembre. Donc il prépare un terrain légal ou soi-disant légal pour ça, pour utiliser la justice comme arme politique contre les opposants, contre les manifestants. Et donc c'est bien ça qui se prépare en Russie aujourd'hui. Mais pourquoi ? Parce qu'il a peur. Il a peur. John, pour vous, cette théorie selon laquelle le pouvoir central a peur et donc a besoin de resserrer les boulons, renforcer les contrôles sur la société civile, pour vous, cet argument, vous nous le disiez tout à l'heure, c'est un fantasme. Je pense que c'est un fantasme. De deux choses l'une. Soit vous pensez que le président russe exerce une pression et son influence à travers le système judiciaire et qu'il l'utilise pour limiter et réprimer les expressions de critique à son égard. Soit vous pensez qu'il a demandé une peine légère ou que les juges agissent de manière clémente à l'égard de Pussy. Vous ne pouvez pas maintenir les deux thèses en même temps, puisque les deux thèses sont contradictoires. Si vous critiquez Poutine pour s'être ingéré dans le système judiciaire russe en faisant sa déclaration, vous ne pouvez pas en même temps dire qu'il utilise ce système pour réprimer l'opinion. Ce sont deux choses contradictoires. Donc c'est un fantasme. De même pour Khodorkovsky. J'entends bien l'avocat dire que le procès, comme d'ailleurs vous, monsieur le présentateur, vous avez dit aussi à 2 reprises que le procès était politiquement motivé, ce n'est pas l'opinion de la Cour européenne des droits de l'homme. La Cour européenne des droits de l'homme, en mai 2011, la Grande Chambre a arrêté qu'il n'y avait aucune preuve d'une quelconque motivation politique derrière son procès. Donc vous pouvez continuer à affirmer vos fantasmes si vous le souhaitez, mais vous n'avez ni la Cour européenne des droits de l'homme derrière vous, ni la majorité de la population russe. Quelle serait, John Lackland, la raison, la motivation de ces fantasmes ? C'est une façon de présenter, encore une fois, une caricature de la Russie comme un système autoritaire avec un seul homme qui réprime toute liberté d'expression et en face de lui, un peuple qui ne veut que les gens comme Navalny, que M. Prokopiev... Mais ça, je comprends bien, mais John Lackland, ce que je voudrais comprendre très rapidement, s'il vous plaît, c'est qu'est-ce qui motiverait cette manière particulière de décrire la Russie ? Vous dites que je m'en fais l'écho, vous dites que nous sommes plusieurs autour de cette table à nous en faire l'écho. Qu'est-ce qui nous motive ? Je ne sais pas ce qui vous motive, mais je pense que c'est une vision fausse des choses. Qu'est-ce qui vous permet de parler au nom des Russes, M. Lackland ? Mais je pense que c'est une caricature qui, hélas, est très puissante dans les esprits, qui est véhiculée par les opposants à l'étranger, comme M. Prokopiev et par d'autres, et qui, hélas, est repris par une grande partie des médias occidentaux, mais qui ne correspond pas à la réalité de la Russie. Boris Durand. Oui, non, juste un détail pour répondre à ce monsieur qui nous disait que la Cour européenne des droits de l'homme était d'accord avec M. Poutine. Concernant Mikhail Khodorkovsky, il n'en est rien. La Cour européenne a indiqué qu'elle n'avait pas de preuves directes et absolues du caractère politique de ce procès. Ce qu'elle voulait dire par là, c'est que la défense n'a pas pu produire un papier signé Vladimir Poutine disant « mettez-moi ce type en prison pour des raisons politiques ». Vous imaginez bien que c'est un genre de papier qui n'existe pas. Pour expliquer cette position de la Cour européenne des droits de l'homme, il faut aussi rappeler qu'au moment où elle était en train de préparer sa décision concernant le jugement de Khodorkovsky, il y a eu toute une opération de lobbying de la part de la Fédération de Russie au plus haut niveau qui a menacé de quitter la Cour européenne des droits de l'homme et la Convention européenne des droits de l'homme au cas où la Cour reconnaîtrait le caractère politique de ce procès. Donc la Cour a été amenée à faire un revirement de jurisprudence important en indiquant qu'il fallait désormais une preuve directe, tangible et concrète. Donc, c'est un élément d'explication sur la position de la Cour européenne des droits de l'homme. Mais si on laisse de côté un instant le cas particulier de Mikhail Khodorkovsky, je voudrais revenir sur un des arguments centraux avancés par John Lackland, qui est cette idée selon laquelle il y a la Russie présentée par les médias occidentaux et il y a la vraie Russie. C'est quelque chose que vous avez évoqué tout à l'heure, et Pierre Laurin, et visiblement, c'est pas du tout la même. Je crois qu'effectivement, ce n'est pas du tout la même, parce que bon, je travaille en permanence sur les questions russes, je lis la presse russe, je lis Internet, et honnêtement, je ne vois pas réellement cette ambiance d'emprisonnement que l'on décrit. Ce que je vois, c'est qu'effectivement,
comme disait M. Prokopiev tout à l'heure, c'est que le pouvoir, quelque part, a pas vraiment peur, mais il est inquiet. Il est inquiet parce qu'effectivement, il ne s'attendait pas aux manifestations au cours de la campagne électorale. C'était des manifestations qui ont surpris. Et elles ont surpris pourquoi? Parce qu'elles ont montré que dans les grandes villes, les jeunes actifs, occidentalisés, bien éduqués, intellectualisés, n'étaient plus pour Poutine, alors que précédemment, il l'était parce qu'il représentait plus ou moins la modernité, indépendamment des travers qu'il pouvait présenter. Et soudain, il ne reste plus beaucoup de temps. Soudain, le pouvoir s'est rendu compte que cette classe moyenne émergente allait augmenter en taille et que son électorat de base allait diminuer, et que cet électorat de base, il le partageait avec d'autres, notamment les communistes, etc. Donc, depuis, il cherche les moyens pour empêcher que les idées de cette classe émergent dans le reste de la situation, mais dans le reste de la société. Mais c'est impossible, évidemment, c'est impossible. Donc, à mon avis, en septembre, il n'y aura rien de particulier et la Russie va continuer à se développer, certainement dans un sens beaucoup plus démocratique, malgré Poutine. Pierre Laurin, je vous remercie. Merci à tous nos invités de nous avoir rejoints sur le plateau et à John Laughlin qui est à Bath au Royaume-Uni. Merci beaucoup à vous de nous avoir suivis et le débat continue sur france24.com. Vous pouvez retrouver tous nos débats. Merci beaucoup, au revoir.